Bonjour à tout le monde, merci d'être revenu, merci d'être là. Donc on a un panel qui sera relativement dynamique autour du financement des entreprises. En effet, le financement est un des facteurs clés à la croissance. Et en fait, on aimerait vraiment discuter des trois. On a des représentants du secteur privé, du secteur de la finance et du secteur de l'État. Et donc on veut voir un petit peu le regard croisé et faire un vrai partage d'expérience sur comment financer la croissance des PME et la croissance des champions. Je vais peut-être commencer de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend de quel côté vous êtes. Président Jean-Louis Ekra, qui est ancien président d'Afrexim, qui a passé 30 ans à Afrexim 20 ans à Afrexim. Donc, Afrexim, c'est une entreprise, c'est une banque qui a pour objectif de financer les échanges en Afrique et entre l'Afrique et le reste du monde, qui a à peu près 4,5 milliards de dollars de fonds. Et à côté, comme jeune retraité, il a pas mal d'activités aussi à côté. Isabelle Bébéard, qui est la directrice de l'international à BPI France et ensuite aussi la directrice de l'université de BPI France. Donc c'est très intéressant parce qu'on parle de financement, d'accompagnement et de formation. Donc je pense qu'elle a énormément à contribuer. Et puis ministre Abdoulrahmane Cissé, donc ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Et donc je pense que pour apporter l'aspect public sur ce triangle entre l'État, le secteur financier et les entrepreneurs. Je vais peut-être commencer avec Président Ekra en lui demandant finalement votre expérience à Afrexim, qu'est-ce que vous avez vu d'innovant, de particulier, qui a permis vraiment aux entreprises de pouvoir grandir et grossir et se développer internationalement ou localement? D'abord, laissez-moi remercier les organisateurs de cette rencontre. Je pense que les échanges sont une plateforme fondamentale si on doit évoluer. Quand j'arrivais à Afrexim Bank en 1996, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous étions en plein dans les plans d'ajustement structurel où les États se désengageaient un peu de tout, malheureusement même de l'éducation à l'époque. Et on demandait à l'État de ne plus être dans le commerce. Vous savez, dans l'histoire des pays en développement, l'État était le partenaire des grands groupes internationaux. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, vous aviez la Caisse de stabilisation qui était vendeur de cacao, au Ghana pareil, dans la plupart des pays africains, l'État était un des agents importants dans le commerce. Et comme dans le cadre des plans d'ajustement structurel, il fallait que l'État se désengage, donc il fallait que le secteur privé prenne le pas. Malheureusement, le secteur privé à l'époque était très embryonnaire. Il y avait toujours encore des très grands groupes internationaux en Afrique et il fallait pousser ce que vous pourrez appeler aujourd'hui des champions nationaux pour faire justement le gap entre l'État qui se retire et les grosses entreprises qui sont sur le terrain. Donc il a fallu imaginer des mécanismes de financement parce que par définition, les petites et moyennes entreprises ou les start-up sont des crédits un peu plus risqués que les autres. C'est comme ça que nous avons introduit un mécanisme que nous appelons le financement structuré. Bon, je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais l'idée, c'était d'avoir une structure de financement qui ne soit pas basée sur une garantie personnelle ou une garantie propre du promoteur. C'est ainsi que, avec ce mécanisme de financement structuré, nous avons pu financer des promoteurs dans les chaînes de valeur, dans un premier temps. Vous savez, l'Afrique est grosse productrice de matières premières
Et la particularité de ces matières premières, c'est qu'il faut des gros volumes avec des petites marges. Donc, ce n'est pas réellement ce qui est bon pour une petite et moyenne entreprise. Mais il fallait mettre ces petites et moyennes entreprises dans ce circuit, dans la chaîne des valeurs de la production et de l'extraction. Au Nigeria, il y avait une loi qui venait d'être votée qui s'appelle Local Content. Donc nous avons emboîté le pas et permis à des entreprises nigérianes de rentrer dans le secteur du pétrole. On a ainsi commencé à multiplier ce type d'expérience. Au Ghana, nous l'avons fait avec l'or. En Zambie, nous l'avons fait avec le cuivre, etc. Et tout récemment, en Côte d'Ivoire, avec des producteurs, des transformateurs nationaux de cacao, pour leur permettre d'ajouter un peu plus de valeur à leurs produits d'exportation. Donc peut-être que dans le cadre des débats, on pourra aller un peu plus dans les détails, mais notre expérience est celle-là. Il est évident que sans soutien, sans innovation financière, nous ne pourrons pas permettre aux nationaux réellement de compétir dans ces secteurs. Merci beaucoup. Nous reviendrons en effet sur le débat, parce que j'ai appris que pour poser des questions piquantes, j'ai appris hier qu'il fallait avoir des lunettes. Donc j'ai pris des lunettes aujourd'hui. Donc je reviendrai avec ma question piquante sur le local content tout à l'heure. Mais quand vous parlez de soutien et d'accompagnement, donc peut-être je vais me tourner vers Isabelle Bébéard. Donc Isabelle, la BPI a 8 milliards de fonds d'investissement dans les entreprises françaises pour les aider à s'exporter. Et vous, vous êtes en charge de 300 millions. C'est elle qui a l'argent, pour la France et pour les pays au sud de la Méditerranée. Donc, Jean-Louis parlait de l'accompagnement et des financements innovants. Vous, la BPI, comment est-ce que vous abordez ce chapitre? Merci Loïc, bonjour à tous. Effectivement, chez BPI France, on est parti du principe de notre métier de base, c'est de financer les entreprises. Donc, on a tout un tas d'outils différents. On va de la garantie jusqu'aux fonds propres, en passant par les prêts. Et maintenant, on va même faire de l'assurance export, puisque la partie publique de la COFAS nous rejoint au mois de septembre. Donc, on a toute une palette d'outils pour financer la création, le développement d'entreprises. Mais ce qu'on a constaté très rapidement, c'est que ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi qu'on accompagne les chefs d'entreprise. Et que la clé de la réussite, c'était justement de savoir lui proposer des produits d'accompagnement qui soient adaptés à son stade et à son besoin et qui lui permettent de se renforcer, de passer des caps et de se développer. Donc on a mis en place différents produits d'accompagnement. Donc il y a ce qu'on appelle la partie université, qui est une partie donc formation des chefs d'entreprise. Donc là, on a notre communauté BPI France Excellence, qui est une communauté de 3000 chefs d'entreprise, qui sont nos clients à plus fort potentiel, à qui on propose tout un tas de services, et en particulier, on leur propose une 50aine de formations par an. C'est gratuit pour eux et ça dure une demi-journée, un jour, 2 jours, en fonction des sujets, des partenaires avec lesquels on travaille. Ça peut être des grandes écoles, ça peut être aussi des experts. Et on leur propose des formations sur des sujets comme se développer à l'international, le leadership, enfin, tout ce qui peut concerner le développement de l'entreprise. Et l'année dernière, justement, pour donner un accès plus important aux chefs d'entreprise à cette formation, parce que finalement, nous, ça concerne que 3000 chefs d'entreprise, on a créé un site de e-learning ciblé sur le patron d'entreprise. C'est bpifrance-université.fr. Et là, on met à disposition des vidéos gratuites, pareil, sur des sujets d'intérêt pour le chef d'entreprise. Donc c'est ciblé patron de PME, mais c'est gratuit et tout le monde peut y avoir accès. Il suffit de mettre son nom, son prénom et son adresse mail. Je vous engage à aller regarder. Ensuite, ça c'est de la formation. Ensuite, on a mis en place de différents programmes, et en particulier un programme qu'on appelle accélérateur. Donc on a commencé par un accélérateur PME. Donc on sélectionne 65 PME
qu'on va accompagner pendant 2 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on leur propose à ces PME? D'abord, de former une communauté. Donc, elles ont 8 journées au moins dans l'année où elles se retrouvent pour se former ensemble et surtout pour échanger entre pairs. Et ça, c'est quelque chose que les chefs d'entreprise apprécient énormément, c'est échanger entre eux. Et puis, on leur propose, en début de cycle, de faire un audit 360, un diagnostic plutôt 360. Donc là, c'est avec l'aide de consultants qu'on a sélectionnés, on fait le tour de l'entreprise et on détecte ce qui va moins bien, les points à renforcer. À l'issue de ce diagnostic, en fonction de ce qui a été détecté, on leur propose des séances d'accompagnement spécifiques sur ces sujets complémentaires. On leur propose aussi des mentors. Donc là, tous les chefs d'entreprise peuvent se faire accompagner par un chef d'entreprise beaucoup plus expérimenté qu'eux, justement pour échanger et pour briser cet isolement du chef d'entreprise. Voilà, donc ça, je vous donne 2 exemples de mesures, mais on a mis en place un hub, par exemple, c'est le dernier peut-être que je vais vous citer. Le hub, il est là pour rapprocher les PME avec les grands groupes. Donc il y a un grand groupe qui nous dit, voilà, moi, je voudrais travailler sur telle technologie. Alors ça peut être pour trouver un partenaire, pour racheter, pour faire de la croissance externe, etc. Regardez si vous ne pouvez pas me trouver une start-up qui soit très pointue dans cette technologie. Et nous, avec toute notre base de données, puisqu'on connaît toutes les entreprises technologiques de France, on sélectionne un certain nombre de start-up, on interroge les start-up si elles acceptent d'être mises en contact avec ces grands groupes, et on fait un rapprochement entre les grands groupes et les start-up. Voilà, je vous donne des exemples. Et ce sont des choses que les chefs d'entreprise français apprécient beaucoup. Et voilà. Et l'accélérateur, cette année, on lance maintenant un accélérateur pour les ETI et on lance un accélérateur pour les startups. Donc, Merci Isabelle. Très intéressant cette histoire de réseau, parce qu'après tout, nous, on est dans le réseau du patronat, qui ont tendance à être des grandes entreprises, et vous parlez de réseaux d'entreprises de petite taille et de taille intermédiaire. Monsieur le ministre, alors maintenant il faut vraiment que je mette mes lunettes parce qu'il est beaucoup plus proche de moi. Vous parliez, pendant qu'on préparait ce débat, vous parliez du rôle de l'État, du rôle du secteur financier et du rôle des entrepreneurs. Et on parle de 2 types de croissance, on parle des startups et après on parle des ETI qui ont besoin de devenir des champions nationaux. Quand vous pensez à cette dynamique de financement, quelles sont vos réactions ? Déjà, merci pour la question. Je pense qu'il y a, comme vous l'avez indiqué, il y a une pièce manquante au panel. Je pense qu'on aurait dû avoir aussi un entrepreneur. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a les financiers, on a l'État, et donc il aurait été bon d'avoir aussi un entrepreneur, de sorte à ce qu'on puisse mixer. Parce qu'il y a vraiment ces 3 entités qui sont relativement importantes, et chacune des entités doit jouer son rôle. Donc l'entrepreneur, déjà, c'est avoir un bon projet ou avoir une entreprise qui soit déjà viable. Le financier, pour pouvoir l'accompagner dans la levée des capitaux et le financement de ses besoins. Et l'État, pour créer l'environnement le plus propice au développement de ce secteur privé-là. Donc foncièrement, notre rôle en ce qui concerne l'État, c'est vraiment mettre l'accent sur la création de l'environnement pour le développement des entreprises. Et comme vous le disiez, il y a deux catégories d'entreprises. Donc on a les toutes petites, donc les PME. Une loi a été votée en Côte d'Ivoire pour définir les PME comme les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous d'1 milliard de francs CFA. Et ensuite, vous avez les plus grandes. Bon, après, on peut avoir des intermédiaires au milieu, mais on peut déjà partir sur ces 2 groupes-là. À notre niveau, ce que nous essayons de faire, sous l'impulsion du président Ouattara, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un secteur privé le plus dynamique possible pour pouvoir résorber les questions de chômage et les questions d'emploi, notamment au niveau des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, les PME représentent plus de 80% des entreprises que nous avons, mais ne contribuent que pour moins de 20% au PIB. Donc il y a vraiment un gros enjeu. La première chose que nous avons essayé de voir, c'est lorsque nous avons mis en place notre plan national de développement au cours des 3 dernières années, nous avons dépensé en matière d'investissement au niveau de l'État un peu plus de entre 3 et 4 000 milliards de francs CFA.
mais la part qui était affectée aux PME n'était pas aussi importante que ça. Donc, nous avons ressenti le besoin de faire en sorte que les PME puissent jouer un rôle plus important. Et c'est dans cette logique-là que, même en partenariat avec la CGC, il y a un travail qui est en cours en ce moment pour voir dans quelle mesure on peut avoir des champions nationaux. Mais au-delà des champions nationaux, vous avez les toutes petites PME. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour celles-là? En 2015, nous avons modifié le code des marchés publics. Parce que l'État, comme je vous l'ai indiqué, nous dépensons énormément. Donc, comment faire pour que ces PME-là puissent éventuellement participer? Donc, nous avons décidé, par exemple, d'allouer au moins 20% des marchés publics aux PME. 20%. Donc déjà, bon, on peut dire, pourquoi pas plus, mais il faut bien commencer quelque part. Et là, c'était déjà le premier geste, c'est-à-dire, faisons en sorte que 20% des marchés puissent être alloués aux PME. Ça, c'est une première disposition qui a été prise. Pour les questions de financement, vous savez, quand vous passez des marchés, vous devez apporter plusieurs éléments, des garanties, et ainsi de suite. Nous avons réduit le niveau de garantie demandé. Donc, qui devait aller jusqu'à souvent à 3%, nous les avons réduits. Donc ça aussi, c'est un geste vis-à-vis des PME. Et si on souhaite aujourd'hui avoir des champions nationaux, si on souhaite aujourd'hui avoir des PME qui se développent, il faut faire en sorte qu'elles aient les capacités de pouvoir le faire. Donc, est-ce qu'il faut automatiquement donner des grands marchés à nos PME ou à nos entreprises? Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier la formation? Et dans ce cadre-là, nous avons revu le code des marchés publics en disant que si une grande entreprise se missionne sur un gros marché, si elle accorde 15%, au moins 30% en sous-traitance à une PME locale, lors du dépouillement des offres, elle bénéficie d'un avantage de 15% de réduction de son prix. Et cela, dans une logique d'accompagnement, de faire en sorte que nous ayons des grandes entreprises qui travaillent avec des entreprises locales. Pourquoi? Pour que demain, ces petites entreprises qui ont travaillé en sous-traitance puissent avoir les compétences d'aller compétir sur des marchés plus importants. Un autre volet aussi, c'est les questions de paiement et les questions de fiscalité. Bon, les gens se plaignent beaucoup de la fiscalité, en particulier la CGC, mais il faut dire en fait qu'énormément d'efforts aussi ont été faits à ce niveau-là, parce que sur le plan fiscal, c'est quand même important. Et dans le cadre de l'année fiscale 2016, donc depuis le 1er janvier 2016, lorsque vous êtes une PME, pendant les 2 années qui suivent votre création, vous avez des abattements fiscaux. Donc vous ne payez pas la patente et ainsi de suite, donc vous ne payez pas un certain nombre d'impôts, mais en plus vous avez des abattements. Et vous avez aussi en matière d'emploi des crédits d'impôt qui vous sont donnés. Vous pouvez même aller à environ 1 million de francs CFA de crédits d'impôt par emploi créé. Tout cela pour justement permettre aux PME de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, comment garantir que ces PME-là puissent avoir du financement? Parce que la partie financement est quand même assez importante. Et c'est en cela que des dispositifs existent. On parlait tout à l'heure des questions de garanties qui sont souvent mises en œuvre, mais ces garanties souvent ne sont pas utilisées. Parce que nos PME n'ont souvent pas la formation nécessaire et les compétences nécessaires souvent pour pouvoir mobiliser l'ensemble de ces fonds-là. C'est à ce niveau que nous essayons encore au niveau de l'État de jouer au niveau réglementaire. Il y a depuis environ 1 an la mise en place du bureau des informations de crédit que nous avons mis en place au niveau communautaire et qui va rentrer en vigueur pleinement à partir du 30 avril 2016. Donc toutes ces informations permettront aux banques d'avoir un peu plus confiance à nos PME et leur permettront de pouvoir leur octroyer des emprunts. Et dernier élément, je sais que je suis un peu long, dernier élément, les paiements. Parce qu'en tant que, si on veut aider une PME, il faut pouvoir payer dans les délais, que ce soit dans les relations entre PME ou entreprises privées et l'État, comme entre entreprises privées. Si vous fournissez une prestation, vous avez besoin d'être payé dans les délais. Et à ce niveau-là aussi, énormément d'efforts sont faits au niveau de l'État pour que les paiements puissent être faits dans les délais. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez ouvert 5 chapitres passionnants qui vont me permettre de poser des questions un peu plus piquantes. Donc, Isabelle, tout à l'heure, je vous ai parlé des garanties et des délais de paiement, mais la question piquante sera autour de la formation. Mais pour vous laisser un peu de temps de réflexion, je vais me tourner vers le Président Ikra et lui poser... On parle des marchés publics et du manque de secteur privé, mais je vais peut-être jouer votre rôle... Vous travaillez sur une commission avec Total sur l'investissement en Afrique et sur le développement de Total en Afrique.
peut-être là, je vais vous demander votre chapeau de secteur privé. Quand on parle de marché public et de demande de faire du local content, moi, j'ai 3 choses qui me viennent en tête. Le Small Business Act aux États-Unis, qui demande que pour avoir un marché public, 25% du marché doit être aux PME qui sont tenues par des minorités. Je pense au Black Economic and Power Act, le BI en Afrique du Sud, qui demande qu'une certaine partie de l'entreprise soit tenue par des Noirs. Je pense aussi au Affirmative Action aux États-Unis. Toutes ces politiques ont finalement créé pas mal de distorsions et de temps en temps ont permis à des acteurs de rester dans l'économie en étant extrêmement inefficaces juste parce que vous devez travailler avec moi, donc pourquoi je bosserai fort? On dit souvent que le diable est dans les détails. Vous savez, les hommes politiques mettent en place des politiques. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre qu'il y a souvent des distorsions. Et il faut avoir en place des instruments de mesure de cette mise en place et de cette mise en œuvre et progressivement, si vous voulez, de pouvoir rectifier le tir. Je prends les exemples simples que vous avez évoqués. On dit Black Empowerment. Il y a en principe des objectifs. Il faut définir d'abord le type de Black qui, dans les 5 à 10 ans, vont venir dans le secteur productif, etc. Mais au fur et à mesure, si on voit que l'on n'est pas en train d'aller vers les objectifs, il faut rectifier. Il faut rectifier. Vous savez, pour ceux d'entre nous qui étions là avant les premières années de l'indépendance, il y avait énormément de politiques d'incitation ici en Côte d'Ivoire. Nous avions des banques de développement. Banque de développement agricole, banque de développement industriel. J'ai été choqué personnellement quand je suis allé pour la première fois en Corée en 2010, de me rendre compte dans les échanges que j'ai eus avec les Coréens que le modèle que les Coréens appliquaient était le modèle de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a fait que dans la mise en œuvre, ils sont allés jusqu'au bout de la logique? C'est pour ça que je dis que le diable est dans les détails. Si, pour aller parler simplement avec mes frères ivoiriens, si nous sommes à Cocody et que nous voulons aller à l'aéroport, et qu'à mi-parcours, on rencontre quelqu'un qui disait qu'il allait à l'aéroport, on le rencontre sur la route de Yopougon. On va avoir des doutes sur le fait qu'il ait vraiment envie d'aller à l'aéroport, parce que ce n'est pas réellement la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans la mise en œuvre qu'il y a des problèmes. Je crois que les politiques en elles-mêmes sont bienveillantes, veulent bien faire. En ce qui nous concerne à la banque, nous avions toujours, dans les études que nous faisions, ce qu'on appelle l'impact de développement. Et un impact de développement, ça se mesure. Ça se mesure peut-être pas de façon suffisamment précise, mais c'est quelque chose qui se mesure. Et si vous voyez que dans la mise en œuvre, par exemple, vous avez prêté de l'argent pour un local content et que, au lieu d'acheter, je dirais, des camions bennes pour le cas de celui que nous avons financé en Zambie pour aller ramasser la terre quand ils font les excavations pour la production de cuivre, il est dans les premières classes pour aller à Londres et il a la dernière Mercedes du coin. On commence à rectifier le tir parce qu'il faut serrer. Parce que c'est pas pour ça qu'on a financé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut s'appliquer de façon plus générale. Mais il y a un gros problème à la base aussi, c'est que dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de gens venir me voir avec ce qu'ils appelaient des projets. Je le répète souvent, une idée n'est pas nécessairement un projet. Pour passer de l'idée d'un business au projet,
Il y a énormément d'étapes à franchir, notamment les études de faisabilité, etc. Mais vous avez les raccourcis que certaines personnes veulent prendre parce qu'il y a une ligne de crédit qui a été mise en place par l'État. On court, on va avec ce que l'on prétend être un projet qui n'est pas réellement un projet, et les méthodes de décaissement peut-être rapides se font, et en fin du compte, tout le monde est perdant. Celui qui a emprunté n'a jamais remboursé, l'État qui a voulu créer les emplois n'a jamais pu créer les emplois, etc. Donc je pense que le seul message là pour moi en tant que financier et homme de terrain, c'est dans la mise en œuvre. Mesurer et rectifier, c'est vraiment ce qui... donc apprendre et rectifier au fur et à mesure, et il n'y a pas de droit acquis. Isabelle, donc le ministre parlait des problèmes de garantie et des problèmes de paiement, de délai de paiement. Vous, à la BPI, vous avez mis 2 instruments en place. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience et ensuite je vous reviendrai sur l'histoire de la formation. Alors peut-être rapidement sur les délais de paiement, effectivement on a un produit de prêt court terme aux entreprises, aux PME qui ont des contrats avec soit l'État, soit avec des grandes entreprises qui peuvent avoir des délais de paiement un peu plus longs. Donc on a ce type de produit pour justement pallier à ce problème de trésorerie. Voilà, bon, ça c'est assez simple. Pour ce qui est de la question de la garantie, c'est vrai qu'on gère chez BPI France plusieurs fonds de garantie qui peuvent être soit financés, sont des enveloppes donc confiées soit par l'État français, soit par les régions, les conseils régionaux français, soit même par le groupe Banque européenne d'investissement. Ce sont des fonds garantis qui sont fléchés sur des actions précises. Donc ça peut être le financement de jeunes entreprises, le financement de prêts particuliers, etc. L'idée en fait de ces fonds de garantie, c'est d'une part d'inciter les banques privées à prendre plus de risques et à prêter de l'argent aux PME. Donc là, ce sont on garantit en fait les banques elles-mêmes, les prêts des banques eux-mêmes. Et puis aussi, on fait nous-mêmes des prêts en direct aux chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, ça nous permet, ces fonds de garantie nous permettent de ne pas demander de caution personnelle aux chefs d'entreprise. Donc c'est une façon d'accompagner le chef d'entreprise et de lui dire allez-y, prenez plus de risques, on prend des risques avec vous. Alors bien sûr, on n'accorde pas nos prêts à n'importe qui. Hein. On a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la gestion de fonds de garantie. On a des outils de cotation qui sont extrêmement élaborés et précis. Et finalement, on a des taux de défaut qui sont très faibles. Mais c'est une façon pour nous de donner confiance au chef d'entreprise et de lui dire d'aller de l'avant, quoi. Et je vais revenir sur les histoires de formation, parce que en fait, moi j'étais assez impliqué dans un fonds d'investissement qui investissait dans des entrepreneurs qui étaient dans les banlieues françaises. Et on les faisait accompagner, donc un programme de mentoring avec des illustres capitaines d'industrie. Mais il se trouvait que de temps en temps, le gars qui était le patron de Lyon de Bruxelles n'était pas forcément le bon mentor pour le gars qui avait Koulalal à Mulhouse. Et donc mais on a vraiment cette histoire de, mais finalement, comment est-ce qu'on s'assure, et avec des répercussions dramatiques d'ailleurs, parce que Koulalal s'est planté du coup. Mais donc, comment est-ce qu'on trouve les bons acteurs qui puissent donner des bons conseils aux entrepreneurs de petite taille ou de taille moyenne? Alors nous, c'est très simple. Quand on a mis en place justement ce service de mentorat, on le fait pas nous-mêmes, hein. On a fait appel à des spécialistes. Donc on travaille avec le réseau Entreprendre, par exemple. On travaille avec l'IME, l'Institut du mentorat. Et vous avez raison, c'est un métier, hein, ce matching, c'est un vrai métier. Et ce sont eux qui font ça. Et en fait, d'abord, ils rencontrent le chef d'entreprise qui est à la recherche d'un mentor.
Ils ont une vraie discussion avec lui pendant un long moment et ensuite ils cherchent dans leur réseau le mentor qui pourrait correspondre à son besoin. Donc d'ailleurs, c'est pas forcément un mentor qui est dans le même secteur qu'eux. C'est pas ça qui est important. Et en fait, ils organisent une rencontre entre ce chef d'entreprise, le mentoré et le mentor. Et puis, chacun décide de former ce binôme ou non. Voilà. Et c'est une question de fit, de confiance. Et puis ensuite, la gestion se fait toute seule et les échanges se font de manière extrêmement confidentielle. Mais vous avez raison, c'est un vrai métier. On ne le fait pas nous-mêmes, on le confie à des professionnels qui savent le faire. Merci. Je sens que Jean-Louis Ecra est en train de bouillir sur son fauteuil parce qu'il est en train de demander qui paye. Alors, je vais le rassurer tout de suite. C'est gratuit en fait. Alors, par exemple, l'IME a un système de cotisation qu'il demande à l'entreprise. Donc, je crois pour 18 mois, c'est aux alentours de 4 000 €, quelque chose comme ça. Mais le mentor fait ça à titre bénévole. Voilà. Et le réseau Entreprendre, c'est pareil. Le mentor fait ça à titre bénévole. C'est le mentor, pardon. Le réseau Entreprendre, c'est différent. C'est pas l'entreprise qui est mentorée qui paye. Ce sont les mentors du réseau Entreprendre qui payent justement pour apporter des conseils aux chefs d'entreprise. Donc, c'est pas de l'argent public. Oui, c'est pas de l'argent public, mais le mentor, quand il fait ça, il déduit ça de son assiette fiscale, c'est ça? Comment le mentor quelqu'un paye? C'est pas possible qu'il y a sur cette terre-là, il n'y a rien qui peut être gratuit. Quelqu'un va payer. Eh bien, je vais vous aider. Il y a des gens qui ont envie de donner du temps pour les autres, qui ont envie de donner du temps pour l'intérêt général. Et en tout cas en France, mais je suis sûre qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il y a des chefs d'entreprise qui ont réussi et qui ont envie de partager cette réussite avec les autres. Et c'est justement ces chefs d'entreprise qu'on mobilise. Ils ne sont pas rémunérés, c'est la règle. Ben, ça tombe bien en même temps. Pour une fois qu'on ne demande pas à l'État de payer, je pense que le secteur privé, la CGC est présente. Ce serait bien qu'au niveau de la CGC, il y ait une initiative où vous mentorez les jeunes de façon encore plus... Parce que quand je regarde un petit peu l'assistance, je pense que j'ai vu des têtes qui étaient un petit peu hésitantes sur le sujet. Et c'est la question de l'implémentation qui a été abordée par le président Ecra. On a souvent des initiatives et au niveau de l'implémentation, on se rend compte qu'il y a que la machine n'est pas suffisamment soit connue, soit huilée ou suffisamment utilisée. Donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, dans le cadre de ce panel, d'insister pour que ce mentoring qui est entre les personnes, en tout cas plus seniors de la CGC et les jeunes puisse effectivement se faire. Au niveau de l'État, par exemple, lorsqu'on a voulu pousser les questions d'entrepreneuriat, on s'est dit, un jeune qui sort de l'université, il y a des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il est possible de pouvoir le faire automatiquement? Et on s'est dit, bon, que faire? L'une des solutions, c'est éventuellement de les inciter déjà à avoir un premier emploi ou une formation d'apprentissage dans une entreprise, de sorte à ce qu'à l'issue de cela, ils puissent avoir un peu plus de confiance, mûrir leur idée et pouvoir se lancer. Donc depuis le 1er janvier 2016, je ne suis même pas sûr que dans la salle, les gens sont informés. On a communiqué énormément dessus, mais on revient encore à la question de l'implémentation. Depuis le 1er janvier 2016, on a créé ce qu'on appelle les contrats d'apprentissage, pour lesquels on donne des incitations fiscales aux entreprises pour qu'elles embauchent des jeunes pour une durée minimum de 12 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a bénéficié de cette mesure? Vous voyez, c'est pour vous dire que la question entre bénéficier, il y en a deux, a priori. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a des initiatives qui sont proposées. Mais toute la question est au niveau de l'implémentation.